Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour Xavier Alberti, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Armelle, ça va très bien. Sous la pluie, mais tout va bien. Alors, tu es à la tête de Majorian aujourd'hui. Est-ce que, avant de nous parler de cette entreprise, tu peux nous raconter ton parcours ? Un parcours assez simple. J'ai fait des études de sciences politiques et de droit des affaires. Je ne me dirigeais pas forcément vers la carrière que j'ai faite. C'est par presque obligation que je suis rentré dans le privé à la base pour faire mon service militaire, parce que je date un petit peu. À l'époque, il y avait le service militaire. J'ai fait mon service militaire dans le cadre de la coopération d'entreprise et j'ai découvert un groupe formidable qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, Promodes, qui était le propriétaire des enseignes Continent, Champion, 8x8, Shopee, Codec, pour ceux de ma génération. J'ai été acheteur. C'est mon premier métier, on va dire. Puis ensuite, j'ai été directeur d'hypermarché Continent, puis d'hypermarché Carrefour, parce qu'entre-temps, Promodes s'est fait racheter par Carrefour. Voilà, ça a été un formidable apprentissage. J'ai passé quasiment 10 ans dans le groupe Promodes Carrefour. Et ça a été un extraordinaire apprentissage. Ensuite, je suis parti et j'ai créé en 2004 ma première entreprise qui s'appelle C10, qui est un réseau de distribution de boissons pour les cafés, hôtels et restaurants, et qui est devenu le leader de la distribution de boissons en France sur les cafés, hôtels et restaurants. J'ai fait ça de 2004 à 2012. J'ai quitté à ce moment-là cette entreprise, j'ai revendu mes parts et après un temps de réflexion et de rencontre, je me suis associé dans une entreprise qui s'appelait Château et Hôtel Collection avec un chef étoilé bien connu qui s'appelle Alain Ducasse. Et c'était une entreprise qui allait pas très bien, qui œuvrait comme chaîne hôtelière, qu'on a transformée en plateforme de service pour lui redonner des fondamentaux financiers et économiques sains, et qui s'appelle aujourd'hui Majorian et qui renferme 4 grandes plateformes de services pour tous les hôteliers et restaurateurs indépendants en France et en Italie, bientôt en Allemagne, sur la réservation évidemment, mais sur les achats, sur le recrutement, sur la labellisation sociale, sur le calcul et la réduction de l'empreinte carbone, etc. Alors, tu me disais en préparant cette émission que tu étais investisseur depuis quelques années maintenant. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et quel a été ton parcours finalement en tant qu'investisseur ? Comment t'es devenu investisseur ? Par nécessité. Moi, à la base, je suis un entrepreneur. J'aime faire par moi-même et évidemment, de temps en temps, en se faisant aider par les partenaires financiers, qu'ils soient bancaires d'ailleurs ou qu'ils soient equity. Mais souvent, d'abord bancaire et beaucoup bancaire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours un accompagnement bancaire de qualité qui m'a permis de faire beaucoup de choses sans avoir forcément toujours besoin d'ouvrir le capital trop avant. L'investissement de ma part, il est venu par nécessité pour faire de la croissance et pour faire de la transformation. Donc pour accélérer de la croissance de temps en temps et souvent pour faire de la transformation en évitant de refaire ce que d'autres avaient déjà bien fait et qu'on peut aller chercher par l'investissement pour le coup en equity dans des entreprises de petite taille, de taille moyenne et qui nous permettent de gagner beaucoup de temps et d'acquérir les compétences qui vont avec l'entreprise.
Et du coup, comment t'as fait? C'était quoi tes premières étapes? Tu t'es levé un matin en te disant ah bon, il faut que j'investisse, et puis t'as cherché des boîtes dans lesquelles investir? Non, c'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. Je me suis levé un matin en me disant sur telle problématique, il faut que je trouve un relais de croissance, ou il faut que je trouve un savoir-faire que je n'ai pas. Comment on fait ça, quoi? J'ai pas le temps de le développer en interne, donc il faut que je le trouve ailleurs. Donc je me souviens très bien de mon premier investissement, ma première cible en tant que telle. Voilà, j'ai l'idée, je ne sais pas du tout comment faire, donc j'appelle, je choisis l'appel à un ami. J'appelle un ami qui me dit ok, pour faire ça, tu as besoin de telles compétences, en l'occurrence quelqu'un qui va t'aider dans la structuration financière. On appelle ça un banquier d'affaires très souvent. Quelqu'un qui connaît l'ingénierie financière, ce que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai contacté des gens qui avaient ces compétences-là et qui m'ont accompagné dans cette première opération, qui était une opération de croissance externe, qui a été une formidable opération et qui donne envie de recommencer. Il y a dans l'investissement et dans la croissance externe en particulier, il y a une énergie, pour pas dire une adrénaline, qui est prégnante, qui a un effet vraiment très puissant, et donc il faut se méfier probablement, parce qu'on a envie de recommencer et puis pas forcément toujours à dessein. Donc voilà comment ça s'est fait, en tout cas, pour rester sur ta première question. Ça a été encore une fois par nécessité que j'ai découvert le monde de l'investissement, de l'equity en l'occurrence, pour trouver de la taille au départ. Et du coup, tu as toujours travaillé avec un partenaire de type private banking, ou tu as ensuite, dans ton parcours d'investisseur, utilisé d'autres solutions ou d'autres approches? Effectivement, j'ai utilisé prioritairement la dette, et en second lieu soit de la quasi-dette, donc des outils comme les obligations. Moi j'adore le système de l'obligation, je trouve que c'est très souple, c'est très clair, voilà, ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation et ça me plaît bien. Et ensuite j'ai utilisé également l'investissement privé, au sens plutôt investisseur privé, family office. Je n'ai jamais utilisé, même si j'en ai conseillé, je n'ai jamais utilisé de fonds equity traditionnels. Voilà, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux comme advisor, mais jamais comme partenaire. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer à investir en private equity? Ne jamais investir en dehors de son champ de compétences ou de connaissances. Voilà, pour moi, c'est pas en tout cas, je donne des conseils d'abord que je suis capable de suivre et pour lesquels j'ai payé pour savoir. Donc voilà, de ne pas investir en dehors de son champ de compétences, en tout cas pas trop loin. De commencer petit, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, et de diluer son risque si vraiment on veut faire de l'investissement de façon importante, de multiplier les investissements sur ces deux bases-là, petit dans son champ de compétences, pour diluer le risque, parce qu'il existe, il est quand même il est réel, c'est pas une vue de l'esprit. Le risque, il est là, on le touche, on se prend les pieds dedans et on tombe. On perd. Il faut accepter, non pas l'idée, mais la réalité que la perte va arriver. Donc autant diluer ce risque-là. À quoi est-ce que tu es vigilant quand tu choisis un dossier? Est-ce que tu as des critères d'analyse, des dossiers? Comment tu travailles? Oui, je suis vigilant à une chose, avant tout, c'est les femmes et les hommes. Donc c'est les gens qui viennent me présenter le dossier, qui le portent et qui vont l'exécuter. Parce que pour moi, c'est le plus important philosophiquement et opérationnellement. Que, de toute façon, il n'y a d'intérêt que dans le fait d'accompagner les femmes et les hommes qui sont entrepreneurs. Je trouve que c'est ça qui est le plus réjouissant. Et ensuite, opérationnellement, parce que la réalité, c'est que toute la réussite se tient là. Voilà, le reste, l'idée, le concept,
La formule magique, je n'y crois pas. Moi, je crois qu'il n'existe pas de bonnes idées, il n'existe que des bonnes exécutions. Et donc ça tient principalement, pour ne pas dire exclusivement, sur la qualité des gens. Donc c'est à ça à quoi je m'attache. Évidemment, derrière ça, je regarde des ratios, je compte, je calcule, et j'applique en particulier moi des ratios un peu à l'ancienne. Moi, j'ai un peu de mal à valoriser des entreprises qui ne se valorisent que sur des actifs incorporels, qui n'ont pas forcément de chiffre d'affaires. Enfin, ça, c'est pas encore quelque chose dans lequel j'arrive à faire rentrer mon mindset ou à modifier mon mindset. Donc, je regarde les ratios qui me paraissent clés dans une boîte, même quand elle est petite, même quand elle est naissante, au moins à travers le BP. Mais la clé, c'est les gens. Et est-ce que tu crois pas que cette grande vague qu'on a eue ces 3 dernières années sur le fait d'avoir des investissements sur un simple deck ou même parfois j'ai pu voir sur un simple email ou une page Notion, est-ce que tu crois pas qu'on est en train d'en revenir, pour ne pas dire qu'on est en train d'en déchanter? Non, je crois qu'on peut investir sur, encore une fois, sur un homme, une idée, quoi. Quand je dis un homme, c'est avec un grand H, un homme, une femme, une idée. Je crois que ça, c'est pas injouable. Ça dépend ce qu'on investit, comment on l'investit. Mais la forme me paraît pas rédhibitoire. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est plus souvent effectivement les montants et les valorisations qu'on met derrière une idée, aussi brillante soit-elle. Où là, pour le coup, moi, je suis pas capable de suivre. Je pense que au nom de ces logiques-là, on a fait ou on fait encore un peu de temps en temps n'importe quoi. Le sujet, il est pas trop dans le formalisme pour moi en tant que tel. Donc après, effectivement, je pense qu'il y a eu des abus et je pense que il y a tellement de cash à certains endroits que il y a tellement de facilité finalement à l'investir, à le trouver et à le faire circuler que il est probable, il est même certain qu'il y a eu des excès et que les excès, forcément, un jour ou l'autre, on les paie. Comment est-ce que tu suis et accompagnes les entreprises dans lesquelles tu as investi? En participant à la gouvernance. Tu demandes systématiquement un siège au CA? Pas forcément au CA. Il y a des instances qui peuvent être des instances statutaires, mais aussi des instances ad hoc, des comités stratégiques, des comités d'investissement, peu importe la forme, je veux que ce soit avec les fondateurs dirigeants, puisque c'est souvent, enfin même quasiment exclusivement avec eux que ça se passe, et régulièrement. Alors régulièrement, ça ne veut pas dire souvent, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, que ce rythme soit tenu et que ce rythme corresponde aussi à un formalisme, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont de préparation. Enfin, que c'est pas une discussion, quoi. C'est pas autour d'une table avec un thé, 2 bouteilles de Badois et d'Évian et puis on discute. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver en ayant préparé son boulot et en présentant ses joies, ses peines, ses réussites et ses échecs, et en essayant de travailler autour de ça. Je trouve que c'est la meilleure, en dehors de la lecture ensuite des documents financiers, mais le vrai suivi, pour moi, il se fait dans les instances de gouvernance, encore une fois, qu'elles soient statutaires ou ad hoc. Et de ton expérience, est-ce que pour toi, il y a une fréquence idéale? Si on a affaire à des dirigeants qui sont très pointus dans le suivi de leur boîte, semestriel, ça suffit. Si on a des dirigeants qui sont un petit peu moins formalistes, j'allais dire dilettantes, mais c'est pas sympa, et il y a des gens qui sont pas forts pour faire ce genre de choses, ça veut pas dire qu'ils sont dilettantes. Donc qui ont moins d'aisance dans le formalisme. Trimestriel, c'est bien parce que ça les oblige. Ou quadrimestre, voilà, quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, ça va de 2 à 4 réunions par an. Et si tu te places de l'autre côté, quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui aimeraient lever des fonds auprès de Business Angel, par exemple? D'être certain qu'ils en ont besoin, de savoir pourquoi ils le font. Ouvrir son capital, c'est jamais anodin. Ce n'est jamais anodin. Pour 1% comme pour 50%, ce n'est jamais anodin. C'est beaucoup plus, pour moi, impliquant que de lever de la dette. La dette, elle induit un certain nombre de choses, hein, évidemment, des obligations, une contractualisation ferme du remboursement, etc. Des covenants, comme on dit depuis quelques années. Mais ouvrir son capital, c'est très très différent, c'est beaucoup plus impliquant. Donc moi, mon conseil à un entrepreneur, c'est de lever des fonds en actions. En obligataire, c'est différent.
mais en action, en dernier recours, c'est-à-dire quand vraiment il en a besoin parce que il a épuisé les autres solutions et que il a un besoin réel. Il n'est pas en train de dire je veux du confort, il est en train de dire là j'ai un besoin, j'ai un objectif, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, sinon je ne peux pas le faire. Pour moi, le premier sujet, c'est celui-là. Une fois qu'il a parfaitement répondu à ces problématiques-là, c'est-à-dire pourquoi je le fais, quels sont mes besoins, pour arriver où, là il peut se mettre à chercher le bon partenaire. Dans la levée d'equity, il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de qualités de partenaires différentes avec des caractéristiques différentes qui font qu'il faut choisir, il faut se donner le temps, il faut du temps quoi. C'est certainement pas quelque chose qu'on fait vite, même si ça arrive évidemment, mais pour que ce soit bien fait, à mon avis, il faut avoir le temps de choisir le bon partenaire ou les bons partenaires au nom des bons arguments. Ils sont pas forcément la meilleure valo. Voilà, c'est pas forcément ça le sujet. Parce que la valo d'entrée, elle est très impactante sur la valo de sortie, sur les rendements et sur le temps, la temporisation de l'invest. Souvent, on se focalise sur les valos d'entrée et je pense que c'est une erreur. En tout cas, vu de ma fenêtre, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une erreur. Et tu as évoqué le fait de bien prendre le temps, notamment pour choisir les bons investisseurs. C'est quoi un bon investisseur versus un mauvais investisseur? Pour chaque cas, évidemment étant unique, mais est-ce qu'il y a des grandes règles? Non, il y a pas de grandes règles. Je peux pas dire ça quoi. Je n'ai ni la légitimité ni la compétence pour édicter ces règles. Mais je peux donner les miennes. Et pour moi, un bon investisseur chez moi, c'est quelqu'un qui prend le temps. Pour moi, le sujet du temps est le facteur clé aujourd'hui de la rotation d'un certain nombre de modèles économiques. Et le sujet, c'est pas tant les rendements que le temps du rendement. Moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans des logiques d'investissement qui soient des logiques courtes, c'est-à-dire moins de 5 ans. Pour moi, moins de 5 ans, c'est pas sérieux. Voilà. Pourtant, c'est une temporisation cible pour beaucoup de fonds equity. Pour moi, c'est beaucoup trop court. Moi, je pense que on fait un travail sérieux en accompagnement, en construction, en structuration financière et business model en 7 ans. 7 ans, c'est bien. Ça donne le temps à l'entrepreneur de faire sa levée, de digérer sa levée, de l'investir, de l'amortir, de rentrer dans des ratios qui sont sains et surtout dans des comportements dans l'entreprise qui sont sains. Donc 7 ans et plus, je trouve que c'est top. Donc des investisseurs qui sont capables de suivre sur 7 ans et plus, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Et en dessous, pour moi, en particulier en dessous de 5 ans, alors je ne parle même pas en dessous de 4 ou de 3, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'entreprise, très souvent, même si le rendement, même si le TRI est atteint, il s'est fait souvent au détriment de l'entreprise. Ouais, c'est souvent spéculatif quasiment à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation amusante ou éventuellement insolite que tu aurais vécu depuis que tu as commencé à investir? Alors oui. J'ai pas le droit de citer les noms, mais sur une opération d'investissement, sur le rachat, c'était un rachat d'entreprise, un peu lourd. Nous sommes, puisqu'on était plusieurs, nous sommes arrivés le jour du closing avec un financement qui n'était pas bouclé. Et le deal s'est fait, malgré tout, en crédit vendeur sur la partie du financement qui n'était pas bouclé. Et ça a été une grande leçon pour moi. Sur le fait que tout est possible, le pire et le meilleur au même moment quasiment, c'est-à-dire le fait de se rendre compte finalement quelques heures avant le closing que on n'y arriverait pas, alors que tout était pour nous normalement lancé, structuré, mais qu'on n'y arriverait pas. Je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a un partenaire bancaire à un moment donné qui a mis des conditions qui étaient plus possibles pour nous. Donc on est arrivé avec un financement non finalisé, donc avec un deal qui ne devait pas se faire, et donc qui aurait dû tomber au closing, quoi. Et à ce moment-là, on a eu un vendeur qui, lui, était trop avancé dans le processus et qui s'est trouvé dans la situation de dire on va trouver une solution, et la solution est venue de lui. Et donc on a quand même bouclé ce deal-là de façon totalement incroyable, par un crédit vendeur, par un bridge qui a été fait par le vendeur finalement. Et donc voilà, on est passé, il y a eu un ascenseur émotionnel assez fort, un closing unique, on ferait sûrement plus jamais comme ça.
Et au bout du bout, une affaire qui a réussi, qui a été menée jusqu'à son terme. Ça a été encore une fois une formidable leçon de business et de vie finalement. Comme quoi, il faut garder son sang-froid jusqu'au bout, et il y a que quand on a passé la ligne d'arrivée qu'on peut vraiment se dire que c'est terminé. Mais finalement, c'est assez commun. Enfin, moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires autour de closing qui, last minute, prenaient pas du tout la tournure qu'on avait imaginée encore 24 heures avant. Hein. C'est pas si rare que ça. Si tu regardes ton parcours en tant qu'investisseur, est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs? Et si oui, qu'est-ce que tu en retiens? Au-delà du fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut tout perdre. Oui, j'ai tout perdu sur certains investissements et en général, j'ai pêché par enthousiasme, par un effet d'entraînement entre investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il faut s'écouter quand on investit. Il faut écouter, il faut trouver un juste équilibre entre son intuition et sa raison. Mais surtout, il faut trouver son propre équilibre entre sa propre raison et sa propre intuition. Et souvent, j'ai perdu parce que je m'étais laissé entraîner par l'euphorie des co-investisseurs. Et en disant, si lui y va, et puis que si lui dit que ça vaut le coup, c'est qu'il doit avoir raison. Même quand on se dit, quand même, j'ai un doute. Il faut écouter ses doutes. J'ai un de mes associés qui dit toujours, quand il y a un doute, il y a plus de doute, justement. Quand il y a un doute, il y en a plus du tout. Il faut écouter ses doutes. Et moi, c'est quand je les ai pas écoutés et que j'ai été entraîné par l'enthousiasme communicatif de l'ensemble que, en général, je me suis trompé, et lourdement. À contrario, est-ce que tu as vu passer des decks de sociétés où tu t'es dit non, mais je vais pas suivre, et puis finalement ça s'est révélé être de magnifiques entreprises? Oui, par mes connaissances. Mais comme la première règle, c'est ne pas investir ce que je méconnais, forcément, tu vois arriver un deck sur une formidable technologie ou une formidable formule vaccinale par exemple, mais tu connais rien. Moi, j'ai pas les compétences pour juger. Donc après, tu peux te laisser entraîner par les co-investisseurs. Hein, on revient au même sujet en disant eux ils y vont, donc pourquoi moi j'irai pas? Mais à ce titre-là, on n'arrêterait jamais, quoi. Il y aurait toujours quelqu'un pour dire si tu devrais y aller, à commencer par celui qui présente, puis il a toujours un investisseur dans la poche. Donc voilà, mais il faut savoir dire non, quoi. Il faut savoir dire non, là j'y vais pas parce que je ne sais pas pourquoi je le fais. Si je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne le fais pas. Et à propos du pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que l'argent c'est une chose, mais j'ai comme un doute sur le fait que ce soit ta plus grande satisfaction en tant qu'investisseur. Ah non, clairement. Puis je pense que il y a deux formes d'investissement. Il y a l'investissement dans sa propre entreprise, parce que l'essentiel, je m'investis dans ma propre entreprise. Et il y a l'investissement dans des entreprises tierces. Donc là, il faut distinguer deux sujets. Les sujets qui sont stratégiques pour mon entreprise. Donc je vais investir parce que je pense que ça va soit en minoritaire, soit en majoritaire d'ailleurs. Mais ça va aider structurellement ma propre entreprise sur un certain nombre de sujets. Donc c'est très rationnel là, en l'occurrence. Et le rendement entendu est pas forcément d'abord un rendement financier. Au contraire, c'est d'abord un rendement opérationnel, assis sur le fait de dire, en plus, si ça fonctionne, il y aura un rendement financier. Et souvent, c'est comme ça. On vient de faire un investissement, mais là, pour l'instant, je peux pas encore en parler. Il a été closé cet été, mais on n'a pas encore communiqué dessus. Je t'enverrai le communiqué quand il sortira sur une entreprise qui nous aide à nous développer sur un métier où on n'était pas présent. Et on le fait vraiment dans cette logique de dire, c'est d'abord la compétence et l'outil qu'on va chercher, sur lequel on investit, et par ailleurs, peut-être que ce sera aussi une belle histoire financière, et ça sera formidable. Mais c'est après. Et ensuite, il y a les investissements qui sont pas liés directement à mon entreprise, qui sont plus rares pour le coup, mais que je fais encore. Et là, mon premier sujet, c'est accompagner des entrepreneurs. Voilà, des gens auxquels je crois, qui m'ont donné envie sur des sujets que j'aime. Qui sont pas forcément proches de moi, mais où je me dis il y a une belle histoire à construire, l'idée est belle, les gens qui la portent me paraissent fiables, le mot est important, ils sont robustes, ils sont fiables, ils sont robustes,
et j'ai envie de les accompagner. Là, pour le coup, je peux citer un investissement parce que celui-là, il est toujours en cours, il est ancien et je l'aime beaucoup. C'est Hardloop, voilà, qui est une entreprise du e-commerce sur les sports d'extérieur, on va dire, et voire les sports extrêmes de temps en temps. Voilà, et c'est une formidable aventure entrepreneuriale portée par deux garçons de grande qualité, de grande robustesse et de grande fiabilité, avec une très belle idée à la base. Ça fait, je saurais même plus dire, mais ça doit faire, non, ça fait 10 ans que je suis investisseur dans cette boîte. Ouais, ça peut durer longtemps en plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plaisir de les accompagner dans une très belle aventure, voilà, et de les voir grandir dans leur boîte. Alors pour nos auditeurs qui seraient passés à côté, il se trouve que Julien Jérémy a été notre deuxième invité, je crois, lors de la saison précédente qui était consacrée à la RSE. Et petit clin d'œil à Julien qui était lui aussi dans une vie antérieure investisseur puisqu'il a été le plus jeune créateur de fonds d'investissement en France. Il avait 27 ans, ce qui est ultra jeune. Toi, en tant qu'entrepreneur, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De pas miser sur les idées, justement, quoi. De miser sur les gens. C'est pour moi, c'est vraiment la règle d'or. Moi, je crois, et ça vaut autant dans mes investissements que dans la gestion de ma propre entreprise. Il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des bonnes exécutions. La clé, c'est l'exécution. Voilà. Évidemment que c'est formidable d'avoir une bonne idée, mais je préfère une mauvaise idée bien exécutée qu'une bonne idée mal exécutée. Le résultat sera toujours meilleur dans le premier cas. Donc, ne pas miser sur les idées. Très souvent, on est embarqué par l'idée, par le projet, voilà, évidemment, il y a toujours des bonnes idées. Et sur le papier, comme le papier refuse pas l'encre, c'est toujours très très joli. En plus, il y a des gens qui sont très forts pour faire des belles présentations, des decks formidables et qui vendent l'idée. Mais tout ça, pour moi, c'est 10% de la décision parce que c'est 10% de la réussite. La réussite, c'est la capacité à exécuter parfaitement les choses. Et alors ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Et en particulier, qui sont capables de le faire dans ce qui qualifie l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la durée et la difficulté. Entreprendre, c'est se cogner. Entreprendre, c'est se cogner tous les jours, en permanence, à tout ce qu'on n'avait pas prévu. Ça nous fait dévier en permanence, ça nous fait mal en permanence, et malgré tout, il faut continuer à exécuter parfaitement. Et ça, c'est super dur. Et donc, le vrai défi, c'est trouver les gens qui ont ça en eux et qui sont capables, dans ces moments-là, de continuer à faire le geste juste. Ça, c'est très, très dur à trouver. Donc, pour moi, c'est ça la clé. Donc, ne pas miser sur les idées, miser sur les gens et sur leur talent. Comment est-ce que tu vois le futur pour les business angels et les fonds d'investissement dans les, on va dire, 3 à 5 prochaines années? Je ne sais pas, je suis pas capable de te dire, tu vois, enfin, je suis pas capable de faire une prédiction ou d'avoir une vision qui soit claire, parce que l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui est d'une telle incertitude lui-même que c'est très compliqué, je trouve, de se projeter aujourd'hui. En revanche, il y a des choses qu'on peut projeter, c'est les valeurs. D'ailleurs, les valeurs dans tous les sens du terme. Et pour revenir à un thème qu'on a déjà abordé dans notre échange, il y a celui du temps. Moi, je pense que les investisseurs, quels qu'ils soient, doivent rentrer dans des logiques de temporisation qui doivent changer. Moi, je dis toujours, t'es pas obligé de remettre en question ton TRI, en tout cas ton objectif, mais t'es obligé de l'étaler dans le temps de façon différente. Donc, si tu dis, je veux un TRI global sur 5 ans de temps, tu le mets sur 7 ans, 8 ans. Et finalement, qu'est-ce que ça change? Au bout du bout, qu'est-ce que ça change? Ok, tu l'auras gagné un peu plus lentement, mais tu l'auras gagné quand même. Finalement, qu'est-ce que ça change? Alors, si j'avais un patron d'equity, de fonds equity à côté de moi, il m'arracherait les yeux en me disant, ça change tout. Pour moi, ça change rien. Voilà, je pense que ça ne change rien. Au contraire, ça change rien en termes de rémunération d'investissement. Ça change tout en termes de gestion de l'entreprise, en termes de gestion des hommes, en termes de gestion et de respect des plans stratégiques, en termes de respect des valeurs. Donc je pense que il va falloir que, en dehors du fait de s'appeler fonds d'investissement à impact ou fonds d'investissement green ou fonds d'investissement responsable,
il va falloir que les fonds d'investissement et les investisseurs en règle générale fassent la preuve de leur changement de paradigme. Et pour moi, ça passe d'abord par la temporisation. Le fait de dire, je donne plus de temps à mes investissements et donc aux entreprises que j'accompagne en investissement. Pour moi, là, il y a une clé, il y a un changement qui est la décélération. Dans notre monde, c'est un gros mot, mais on y va tout droit et je pense que ça nous sera imposé de toute façon par les changements systémiques auxquels on est confronté, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sociaux. On va être obligé à un moment donné de trouver les moyens de ralentir. Ça veut pas dire, encore une fois, décroître, mais ça veut dire croître différemment et probablement beaucoup plus lentement qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Merci beaucoup Xavier Alberti, fondateur de Majorian, d'avoir participé à cet épisode. Voici les 5 points et 2 punchlines à retenir. Le premier, c'est que pour commencer à investir, il faut s'adresser à un bon banquier d'affaires et surtout éviter d'investir en dehors de son champ de compétences. Peut-être commencer petit aussi pour éviter les grosses erreurs et diluer votre risque de tout perdre. Le deuxième point, c'est que quand on investit dans une entreprise en private equity, il faut accepter que vous pouvez tout perdre et faire la paix avec ça avant même de commencer à investir. Le troisième point, c'est que ouvrir son capital, c'est pas un acte anodin. Et il faut beaucoup plus impliquant que de lever de la dette. Donc mieux vaut savoir pourquoi on lève des fonds et être certain que c'est finalement le dernier recours à utiliser après avoir épuisé toutes les voies dilutives. Il faut aussi du temps pour bien lever en choisissant les bons investisseurs parce que le sujet, c'est pas tant le rendement que le temps du rendement lui-même. Et Xavier nous dit que 7 ans minimum, c'est l'idéal. Le dernier point, il faut faire attention à bien s'écouter quand on investit pour trouver son propre équilibre et ne pas se laisser entraîner par l'euphorie des co-investisseurs. Comme disait Derek Sivers, c'est « hell yeah or no ». Et finalement, il faut pas miser sur les idées, mais sur les gens qui sont à la manœuvre pour exécuter ces idées. Et enfin, les 2 punchlines, le papier ne refuse pas l'encre et pas de mauvaises idées, que des mauvaises exécutions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.